Mes parents m'ont chassé pour que ma sœur ait sa propre chambre. Quand j'ai demandé où j'étais censé aller, mon père a souri et a dit « Débrouille-toi. » C'était il y a 6 mois. Maintenant, leur maison a été vendue par ma sœur, qui a ensuite disparu. Et ils viennent me supplier de les aider. Je n'aurais jamais imaginé que ma soirée passerait si soudainement d'une routine tranquille à un moment que je n'oublierai jamais. Je m'appelle Jeanne, et ce soir, tout ce que je pensais avoir laissé derrière moi est apparu à ma porte d'appartement. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé mes parents debout là, avec le genre d'expression épuisée que les gens ont quand ils réalisent enfin qu'une décision qu'ils ont un jour défendue est revenue détruire tout. Ils m'ont dit que Camille avait vendu la maison sans prévenir, vidé ce qu'elle pouvait, et disparu avant que quiconque ne remarque que quelque chose n'allait pas. Je suis resté exactement où j'étais, bloquant l'entrée, car le souvenir de leur rejet il y a 6 mois m'a traversé dès que j'ai vu leur visage. Mon père a essayé de parler d'un ton plus calme, comme si choisir les bons mots pouvait effacer ce qu'il avait dit cette nuit-là. Il a affirmé qu'il n'avait plus nulle part où aller et a demandé s'il pouvait rester avec moi jusqu'à ce qu'il trouve quoi faire ensuite. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai rappelé la phrase qu'il avait prononcée en s'appuyant contre l'encadrement de ma vieille chambre. Il avait souri et dit les mots qui ont résonné dans mon esprit pendant des mois, « Débrouille-toi ». L'entendre maintenant était presque surréaliste parce que le désespoir dans sa voix n'avait rien à voir avec la certitude qu'il avait eue quand il m'avait repoussé. Je leur ai dit que 6 mois, c'était plus que suffisant pour que je reconstruise ma vie sans leur aide, ce qui signifiait que je ne leur devais rien. J'ai fermé la porte parce que je refusais de laisser les personnes qui m'avaient rejeté revenir seulement quand elles avaient besoin de quelque chose. Si vous voulez savoir exactement ce qui s'est passé il y a 6 mois et comment tout s'est effondré pour eux, restez avec moi et suivez cette histoire jusqu'à la fin. 6 mois plus tôt, tout a commencé par une décision que mes parents ont prise et qui a bouleversé l'équilibre de notre foyer bien avant que je ne réalise à quel point cela deviendrait permanent. J'avais toujours essayé de maintenir la paix dans cette maison car la tension ne semblait jamais affecter ma sœur Camille de la même manière que moi. Pourtant, je croyais souvent que les choses finiraient par s'arranger si je restais assez silencieuse. Cette conviction a disparu au moment où Camille a annoncé qu'elle voulait ma chambre. Camille avait toujours été traitée comme si ses préférences avaient plus de poids que la réalité dans laquelle nous vivions, les autres. Elle s'était récemment passionnée pour la création de contenu en ligne et affirmait avoir besoin d'une plus grande pièce pour filmer, ranger son équipement et expérimenter tout nouveau projet qui, selon elle, pourrait la propulser vers un style de vie différent. Elle se tenait dans la cuisine expliquant cette grande vision à mes parents avec suffisamment de confiance pour que cela sonne comme une nécessité. Ma mère a réagi avant même que je ne comprenne ce qui se passait, hochant la tête comme si la demande de Camille avait été discutée pendant des semaines plutôt que des secondes. Mon père a enchaîné avec un bref commentaire sur le fait qu'il était logique que quelqu'un travaillant pour quelque chose de plus grand ait plus d'espace. Aucun d'eux ne m'a regardé en disant cela, et aucun n'a remis en question ce que le fait de me déménager de cette pièce signifierait pour moi. Je me suis figé un instant, incertaine s'ils s'attendaient à ce que je comprenne ou simplement à ce que j'obtempère sans poser de questions. Ma mère m'a dit de faire mes affaires avant la fin de la journée parce que Camille devait installer ses lumières avant le week-end. Je l'ai regardé, attendant que quelqu'un reconnaisse que je n'avais pas d'autre pièce ni même un coin dans la maison qui m'appartenait. Ma voix semblait petite quand j'ai demandé à mon père où il s'attendait à ce que je dorme, mais il a répondu avec la même expression qu'il utilisait pour rejeter tout ce dont il n'avait pas envie de s'occuper. Il a jeté un coup d'œil vers le couloir et a prononcé les mots exacts qui sont restés avec moi plus longtemps que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue, « Débrouille-toi ». Il n'y a eu aucune discussion après cette phrase parce que la conversation exigeait la bonne volonté des deux côtés et mes parents avaient déjà clairement fait savoir que mes besoins ne faisaient pas partie de leur décision. Je suis retourné dans ma chambre, la poitrine serrée, au point que respirer me semblait une tâche plutôt que quelque chose de naturel. J'ai plié mes vêtements sans savoir où ils finiraient. J'ai déplacé des cartons qui se fermaient à peine et j'ai continué à essayer de me convaincre que cela ne durerait peut-être que quelques jours. Au fond de moi, je savais que non. Camille est entrée alors que j'étais encore en train de faire mes valises et m'a rappelé de débrancher mes chargeurs du mur car elle voulait réorganiser les prises pour son équipement. Elle l'a dit avec désinvolture, presque joyeusement, comme si elle n'avait pas pris le seul espace où je me suis jamais senti stable. Je n'ai pas répondu parce que je savais que tout ce que je dirais serait accueilli avec le même ton qu'elle utilisait toujours quand elle croyait mériter quelque chose de plus que moi. J'ai porté mes sacs à la porte d'entrée sans destination claire, sentant le poids de tout ce que je n'avais jamais dit, pesant plus lourd que les poignets qui s'enfonçaient dans mes mains. Mes parents ont à peine levé les yeux quand je suis parti, et ce silence m'en a dit plus sur ma place dans leur vie que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire.
Je suis sorti parce que rester aurait signifié accepter que mon confort était jetable, et je refusais de devenir quelqu'un qui le croyait d'elle-même. J'ai fermé la porte derrière moi avec la réalisation que rien dans ce moment n'était temporaire. Je me suis éloigné de la maison sans autre plan que de faire le pas suivant, ignorant que les 6 prochains mois allaient réécrire chaque partie de ma vie d'une manière inattendue. Cette nuit-là, la ville semblait plus froide que d'habitude. Je n'avais aucune destination en tête alors que je me garais près de la lisière de mon ancien quartier et regardais les réverbères scintiller sur le trottoir vide. Pendant un moment, je suis resté assis sans bouger parce que l'idée de conduire ailleurs semblait vaine, tandis que le silence dans ma poitrine continuait de s'étendre d'une manière que je ne pouvais pas gérer. La solitude qui remplissait la voiture rendait l'air étrangement lourd, et j'ai essayé de respirer régulièrement, pour ne pas m'effondrer dans un endroit qui ne signifiait plus rien pour moi. Tout autour de moi semblait familier, mais assez distant pour me rappeler que je n'avais nulle part où aller à ce moment-là, et la prise de conscience laissait une douleur qui s'installait plus profondément à chaque minute qui passait. J'ai fait défiler mes contacts et j'ai hésité parce que je ne pouvais penser à personne en qui j'avais suffisamment confiance pour contacter alors que j'essayais encore de comprendre ce qui venait de se passer. Finalement, j'ai envoyé quelques messages à des personnes avec qui je parlais à l'école, bien que je sentais déjà qu'aucune d'elles n'offrirait le genre de refuge dont j'avais besoin. Les réponses sont arrivées lentement, et chacune sonnait polie, mais détachée, comme si je n'étais rien de plus qu'un rendez-vous retardé que quelqu'un espérait reporter indéfiniment. Certains ont dit qu'ils étaient en dehors de la ville. D'autres se sont excusés de ne pas pouvoir accueillir quelqu'un si tard, et leurs raisons, bien que compréhensibles, ont entamé ce qui restait de mon calme. J'ai continué à regarder l'écran longtemps après l'arrivée de la dernière réponse, car je ne savais pas quoi faire d'autre que de tenir fermement le téléphone, comme si la pression seule pouvait me maintenir. Quand je me suis finalement forcé à détourner le regard, les fenêtres avaient commencé à s'embuer légèrement à cause de ma respiration irrégulière. Je les ai essuyées avec ma manche avant de poser mon front sur le volant en essayant de me convaincre qu'il devait y avoir au moins une personne prête à entendre ma voix. C'est là que je me suis souvenu de mon ami Louis et de la sincérité tranquille qu'il avait toujours portée, même quand tout le reste changeait de manière imprévisible. Je n'avais jamais compté sur lui pour quelque chose d'aussi fragile. Pourtant, quelque chose en moi croyait qu'il ne se détournerait pas si je lui disais que j'avais besoin d'aide. L'appeler exigeait toujours un courage que je ne ressentais pas, mais j'ai appuyé sur le bouton quand même et j'ai écouté la sonnerie résonner dans la voiture. Il a décroché avant la fin de la deuxième sonnerie, et son ton s'est immédiatement adouci quand il a entendu le tremblement que je ne pouvais pas cacher. 15 minutes plus tard, il s'est garé à côté de moi et est sorti sans hésitation. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais là ni ce qui s'était passé plus tôt. Au lieu de cela, il a ouvert la porte passager et a attendu patiemment que je me sente suffisamment stable pour bouger. Sa présence portait le genre de calme qui a ralenti mes pensées juste assez pour que je puisse respirer sans forcer. Quand nous sommes arrivés à son appartement, il a ajusté le thermostat et m'a tendu une couverture avant de me dire que je pouvais rester aussi longtemps que j'en avais besoin. Je l'ai remercié silencieusement et j'ai essayé de me reposer sur le canapé. Bien que mon esprit ne cesse de rejouer le sentiment d'être seul alors que j'aurais dû pouvoir compter sur les personnes censées prendre soin de moi. Le sentiment d'abandon persistait sous chaque tentative de fermer les yeux. Et même si l'appartement semblait sûr, cela n'effaçait pas la piqûre laissée derrière. Louis a remarqué la tension dans ma posture et m'a encouragé à prendre les choses une étape à la fois afin que le poids du moment ne me submerge pas complètement. Il m'a suggéré de trouver un travail temporaire d'abord afin que je puisse retrouver une certaine stabilité tout en déterminant à quoi devrait ressembler l'avenir. Ces mots étaient doux et assez réfléchis pour apaiser la tension dans ma poitrine. Et pour la première fois cette nuit-là, j'ai ressenti un petit changement en moi qui laissait entrevoir la possibilité de reconstruire quelque chose de moi-même. 3 semaines plus tard, ma vie était plus calme, mais loin d'être stable. Je m'étais habitué à la routine que je m'étais créée et je sentais les premiers signes de stabilité se former, même si chaque jour portait encore un léger rappel de tout ce que j'avais perdu. Le travail à temps partiel que j'avais trouvé me permettait de contribuer aux dépenses communes de l'appartement de Louis, et cette responsabilité m'a aidé à retrouver un sentiment de dignité que j'avais craint de ne jamais ressentir à nouveau. Il y avait quelque chose de rassurant à savoir que je pouvais subvenir à mes propres besoins. Et bien que mes heures soient modestes, le travail me faisait me sentir présente dans ma propre vie d'une manière que je n'avais pas expérimentée depuis longtemps. L'atmosphère de l'appartement avait changé au cours de ces semaines, car je ne me sentais plus comme une visiteuse attendant le moment où je dépasserais la durée de mon séjour. J'aidais avec les courses et nettoyais les espaces communs après le travail, car contribuer me faisait me sentir lié à l'espace plutôt que simplement abrité par lui.
Louis a remarqué le changement et m'a souvent encouragé à me reposer davantage. Pourtant, je préférais garder mes mains occupées parce que le silence permettait parfois à mes pensées de dériver vers des souvenirs que je n'étais pas prête à affronter. Un soir, après une longue journée de travail, j'étais assise sur le canapé en vérifiant mes emails et j'ai remarqué un objet qui m'a fait tressaillir. Le message provenait de la banque associée à l'ancien compte familial auquel j'avais autrefois accès, et il contenait un avertissement concernant une activité inhabituelle qui nécessitait une vérification immédiate. Mes mains se sont tendues en ouvrant les détails, car je n'avais pas utilisé ce compte depuis la nuit où tout s'était effondré, et je ne pouvais pas imaginer pourquoi de nouvelles transactions apparaîtraient. Plusieurs débits ont immédiatement attiré mon attention, y compris la création de lignes de crédit liées au nom de mon père, bien que les signatures électroniques semblaient incohérentes et étrangement précipitées. J'ai montré le message à Louis, et nous avons passé près d'une heure à examiner chaque document joint par la banque. Son calme m'a aidé à ralentir suffisamment pour analyser chaque détail plutôt que de paniquer à la vue de frais inconnus. Les incohérences sont devenues plus claires avec chaque fichier que nous avons comparé. Et quelque chose dans le formatage suggérait que celui qui avait autorisé ces comptes avait soit ignoré les procédures standards, soit essayé d'agir rapidement avant que quiconque ne le remarque. Une lourdeur s'est installée dans ma poitrine en faisant défiler les pages, car la situation semblait délibérée plutôt qu'accidentelle. Louis a suggéré que nous documentions tout afin que je puisse y faire face correctement une fois que j'aurai compris le cadre juridique derrière ce genre de transaction. Le lendemain, j'ai visité la bibliothèque municipale après le travail et j'ai trouvé un coin tranquille à l'arrière où je pouvais me concentrer. J'ai cherché des informations sur la vérification de signature, l'autorisation de lignes de crédit et le processus utilisé pour contester une activité frauduleuse sur des comptes liés à la famille. Plus je lisais, plus je me sentais mal à l'aise, car un schéma se dessinait qui pointait vers la manipulation plutôt que vers une simple omission inoffensive. Certains des exemples décrivaient des méthodes utilisées pour falsifier des signatures numériques d'une manière qui correspondait trop étroitement aux irrégularités que nous avions remarquées, et la ressemblance a fait accélérer mon pouls. Tard cet après-midi-là, mon téléphone a vibré avec un message de Camille, et ces mots étaient si brusques que j'ai fixé l'écran pendant plusieurs secondes avant de les traiter complètement. Elle a seulement écrit « Ne parle de rien ». Le flou de l'avertissement m'a dérangé parce qu'elle me contactait rarement sans but précis, et le timing semblait trop précis pour être ignoré. J'ai essayé de le relire au cas où j'aurais mal interprété le ton. Pourtant, le message est resté assez clair pour confirmer que quelque chose n'allait décidément pas. Alors que je retournais à l'appartement sous la lumière déclinante, une suspicion s'est formée tranquillement dans mes pensées et a refusé de lâcher prise. Je n'avais aucune preuve que Camille était liée aux transactions suspectes, mais son message soudain rendait la possibilité difficile à écarter. J'avais besoin de clarté avant de l'affronter, et je me suis promis de rassembler toutes les informations nécessaires pour comprendre pourquoi ces comptes avaient été falsifiés. Et qui se cachait réellement derrière les signatures qui n'appartenaient pas à la personne qu'elle prétendait représenter. Un mois plus tard, le premier véritable avertissement est arrivé par la poste. Je triais les livraisons du soir à l'appartement de Louis lorsque j'ai remarqué une enveloppe réexpédiée de mon ancienne adresse. Et au moment où j'ai vu le logo de la banque dans le coin, un frisson m'a parcouru que je ne pouvais expliquer. La lettre contenait un avis formel concernant un paiement hypothécaire en retard lié à la maison familiale, et le langage utilisé indiquait clairement que le problème durait depuis plus longtemps que je ne le réalisais. Mon pouls s'est accéléré à la lecture de chaque paragraphe, car il ne s'agissait plus de simples irrégularités de crédit isolées. Cet avertissement suggérait que quelque chose avait été mis en branle bien avant que je ne découvre les transactions suspectes, et le poids de cette prise de conscience s'est lourdement abattu sur mes épaules. Je suis resté assise à la table de la cuisine pendant plusieurs minutes, tentant de comprendre les implications. Il n'y avait aucune raison pour que l'hypothèque tombe en défaillance, à moins que quelqu'un n'ait retenu les paiements, redirigé des fonds ou manipulé le compte d'une manière que je n'avais pas encore découverte. L'incertitude rendait difficile de rester immobile, et après avoir rassemblé les documents de l'enveloppe, je suis retourné à la bibliothèque municipale pour examiner les fichiers que j'avais sauvegardés lors de mes recherches précédentes. L'atmosphère calme m'a aidé à me concentrer, et peu de temps après m'être connecté à l'ordinateur public, j'ai trouvé les relevés d'évaluation liés à la propriété. Plusieurs signatures numériques ont immédiatement attiré mon attention, et bien qu'elles soient étiquetées sous le nom de mon père, j'ai reconnu les mêmes incohérences que j'avais notées dans les fichiers de crédit précédents. Les traits étaient anormalement lisses. Les motifs de pression étaient uniformes, et l'horodatage suggérait qu'ils avaient été exécutés en quelques secondes les uns des autres. Mon cœur s'est serré parce que ce schéma ne pouvait pas être écarté comme une coïncidence.
quelqu'un falsifiait systématiquement des documents, et l'ampleur de la fabrication semblait beaucoup plus importante que je ne l'avais initialement supposé. J'ai imprimé les pages pertinentes et les ai soigneusement rangées dans un dossier avant de me rendre dans un petit café voisin pour pouvoir les examiner sans me sentir pressé. Malgré la lecture de chaque ligne plusieurs fois, le sentiment de malaise a continué de croître car les implications s'étendaient bien au-delà des inconvénients personnels. Si les signatures avaient été utilisées pour autoriser des transactions liées à l'hypothèque, les conséquences pourraient impliquer une saisie ou une vente forcée, dont aucune ne pouvait être facilement annulée. Ce soir-là, j'ai rendu visite à mes parents avec l'intention de les avertir avant que la situation ne s'aggrave. La conversation s'est rapidement détériorée car ils refusaient de croire que l'un des documents ait pu être falsifié. Ma mère a insisté sur le fait que j'avais mal compris l'avis de la banque, et mon père a écarté tout cela comme une inquiétude inutile, tout en m'assurant que Camille ne se livrerait jamais à quoi que ce soit de douteux. Leur refus d'envisager la possibilité m'a secoué parce que leur déni ne correspondait pas à la gravité des preuves que j'avais recueillies. La conversation a pris fin brusquement, et je suis sorti de la maison avec une douleur qui me serrait la poitrine. Plus tard dans la nuit, Camille a disparu des réseaux sociaux, et tous les messages que j'ai envoyés sont restés sans réponse. Son absence soudaine semblait délibérée plutôt que fortuite, comme si elle avait anticipé les retombées avant que quiconque ne réalise qu'il y avait quelque chose à cacher. Le timing m'a profondément troublé, car elle ne s'était jamais retirée aussi complètement sans explication, et je sentais que ce qui avait été mis en branle commençait à s'accélérer hors de mon contrôle. Quand je suis retourné à l'appartement, Louis a écouté attentivement tandis que j'expliquais ce qui s'était passé. Il m'a exhorté à tout documenter plus minutieusement car la situation impliquait des accusations potentielles liées à l'usurpation d'identité et à la falsification de dossiers financiers. Son raisonnement calme m'a aidé à stabiliser mes pensées suffisamment pour me concentrer, et j'ai passé le reste de la nuit à organiser les fichiers par ordre chronologique afin que le schéma d'incohérence soit plus facile à démontrer. Au moment où j'ai terminé de trier les dossiers numériques, il est devenu clair que le problème s'étendait au dépôt préliminaire pour une vente de propriété. Chaque document pointait vers un effort coordonné pour mener la maison vers la liquidation, en utilisant des signatures que le véritable titulaire du compte n'avait jamais fournies. La réalisation portait un poids qui rendait la pièce plus petite, et j'ai compris que j'entrais dans une situation bien plus dangereuse que je ne l'avais prévu lorsque j'avais pour la première fois remarqué les transactions inhabituelles. 6 semaines plus tard, tout s'est effondré d'un coup. J'ai appris l'avis de saisie lorsque je suis retourné dans le quartier et que j'ai vu un autocollant vif collé sur la porte d'entrée de la maison où j'avais grandi, et l'inscription claire confirmait que la propriété avait été saisie en raison de mois de dettes hypothécaires impayées. La cour semblait étrangement abandonnée, et les fenêtres ne ressemblaient plus à l'endroit qui avait autrefois abrité tous les souvenirs de mon enfance. Je suis resté sur l'allée un long moment, essayant de saisir la réalité que la maison avait dépassé le point de non-retour, et bien que je m'attendais à ce que quelque chose s'effondre éventuellement, je n'avais pas imaginé que l'effondrement arriverait avec une telle force. Mes parents étaient déjà dehors quand je me suis approché, et leur voix montait vivement alors qu'ils se disputaient pour savoir qui avait approuvé les documents qui avaient initié le processus. Ma mère insistait sur le fait qu'elle n'avait jamais rien signé lié à une vente, tandis que mon père l'accusait d'avoir négligé des avis importants. Bien qu'aucun d'eux ne réalisait que Camille avait falsifié les 2 signatures pour accélérer la transaction, leur confusion s'amplifiait à chaque accusation, et la tension entre eux rendait toute la scène surréaliste. Comme si la vérité avait été trop dispersée pour que l'un ou l'autre puisse l'atteindre. Je suis resté à plusieurs pas parce que je ne pouvais rien dire qu'ils étaient prêts à entendre. Tous les avertissements que j'avais offerts par le passé avaient été rejetés, et rester plus près n'aurait fait qu'inviter une nouvelle série de dénis que je n'avais plus l'énergie d'endurer. Leur voix portait à travers la cour d'une manière qui me rappelait chaque moment où ils avaient refusé de reconnaître la gravité de la situation. Et bien que je ressentais une légère douleur en les voyant s'effondrer, je savais qu'intervenir ne changerait rien. Louis m'a rejoint un instant plus tard et a placé une discrète réassurance dans l'espace entre nous en me disant qu'il était préférable de partir avant que leur colère ne se tourne vers moi. J'ai apprécié la fermeté de sa voix car le chaos qui se déroulait près du porche commençait à me submerger, et je sentais que si je m'attardais plus longtemps, je serais entraîné dans la tempête qu'ils avaient créée. Il a attendu que je hoche la tête avant de me guider vers le trottoir afin que je puisse me distancier du tumulte qui avait consumé le foyer familial. Alors que nous passions le coin de la rue, des véhicules de police se sont approchés de la propriété. Les agents sont sortis avec des dossiers en main, demandant des informations à mes parents concernant des irrégularités trouvées dans les documents de transfert de propriété. Leur posture suggérait que l'enquête avait déjà bien progressé,
et la présence des forces de l'ordre ajoutait une lourde finalité à une situation qui avait commencé comme une discrète suspicion dans ma boîte de réception des semaines plus tôt. J'ai senti un poids s'installer sur ma poitrine en regardant de loin, car la réalité de ce qui avait été mis en branle ne pouvait plus être adoucie par le déni ou les excuses. Ma mère a crié mon nom une fois qu'elle m'a remarqué debout plus loin dans la rue, et mon père a suivi son regard avec une expression frénétique qui révélait plus de peur que de colère. Je me suis détourné parce que je comprenais que toute tentative de m'impliquer à ce stade ne ferait que m'entraîner plus profondément dans des conséquences que j'avais lutté sans relâche pour éviter. Ils avaient ignoré tous les avertissements que je leur avais apportés, et j'ai réalisé que prendre du recul était le seul moyen de me protéger des retombées qu'ils devaient maintenant affronter. Louis est resté à mes côtés alors que nous continuions sur le trottoir, et je suis resté concentré vers l'avant pour ne pas être tenté de revenir en arrière. L'enquête sur le transfert frauduleux déterminerait la suite des événements. Et bien que je portais une discrète tristesse pour tout ce qui avait été perdu, je reconnaissais aussi l'importance de choisir la distance plutôt que la responsabilité d'action qui ne m'avait jamais appartenu. Maintenant, tout est bouclé. J'ai réalisé cette vérité le plus clairement par un matin tranquille où quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement avec un rythme hésitant qui suggérait la peur plutôt que l'impatience. Et au moment où j'ai ouvert, j'ai vu mes parents debout ensemble d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Leurs vêtements semblaient usés par des jours de recherche de logement temporaire, et l'épuisement dans leurs yeux montrait clairement que la saisie les avait poussés bien au-delà de tout ce à quoi ils s'étaient préparés. Ils ont expliqué que toutes les agences de location avaient rejeté leur demande parce que leur code de crédit avait été signalé comme à haut risque après le début de l'enquête pour fraude, et la situation les avait laissés sans endroit sur où aller. Mon père a tenté de parler le premier, et sa voix portait un calme forcé qui ne pouvait dissimuler le désespoir sous-jacent. Il a essayé d'invoquer l'idée de famille comme si un lien partagé effacerait les années de déséquilibre qui avaient façonné notre relation. Il a dit que les familles devaient veiller les unes sur les autres et que les moments difficiles exigeaient l'unité. Mais les mots sonnaient étrangement creux, comme s'il n'y croyait plus lui-même. Quand il a fait une pause, attendant de la sympathie, j'ai répété la même phrase qu'il avait autrefois utilisée avec moi quand je l'avais supplié de m'aider, « Débrouille-toi ». Ces 3 mots sont tombés entre nous avec un poids qui a marqué la fin de tous les espoirs inexprimés qu'il portait encore. Le silence s'est étiré dans le couloir, et leurs expressions sont passées de la supplication à l'incrédulité. Bien qu'une partie de moi comprenne la douleur derrière leurs yeux, je savais aussi qu'ouvrir la porte plus largement inviterait le retour de schémas qui m'avaient blessé pendant des années. J'ai étudié ma respiration avant de fermer la porte parce que cette décision me semblait le seul moyen de protéger les progrès que j'avais faits depuis que j'avais quitté la maison qui avait tant marqué mon passé. Le léger clic du verrou a semblé résonner plus longtemps que prévu, mais le sentiment de clarté qui a suivi m'a aidé à rester stable. Plus tard cet après-midi-là, j'ai appris par des voisins que mes parents avaient visité le poste de police local pour obtenir des conseils. Les agents les ont dirigés vers un refuge spécialisé dans le soutien aux personnes confrontées à un déplacement soudain. Et bien que l'idée qu'ils y séjournent ait remué une douce douleur en moi, j'ai également reconnu que chaque choix qu'ils avaient fait avait eu des conséquences qu'ils avaient refusé d'affronter jusqu'à ce que le poids de ces décisions s'effondre sous eux. Le refuge offrait une stabilité temporaire, et c'était l'option la plus sûre disponible pendant que l'enquête se poursuivait. Pendant ce temps, Camille est devenue officiellement un sujet d'enquête pour son implication dans les documents falsifiés. Les autorités avaient retracé plusieurs signatures sur plusieurs dépôts, et les preuves indiquaient un schéma de falsification délibéré plutôt qu'une erreur isolée. Entendre cette mise à jour m'a laissé un mélange complexe de déception et d'acceptation, car j'avais gardé un fragile espoir qu'elle affronte la vérité plus tôt, mais même cet espoir s'était dissous sous la pression de tout ce qui avait été découvert. Bien que je ne ressentais aucune satisfaction à son arrestation, je comprenais que la responsabilité était enfin apparue sous une forme qu'elle ne pouvait plus éviter. Ce soir-là, Louis et moi étions assis à la petite table à manger de l'appartement, discutant de l'avenir que nous voulions créer. Il m'a rappelé qu'aller de l'avant exigeait que nous établissions des limites suffisamment solides pour protéger la vie que nous construisions. Et l'idée de façonner quelque chose de stable sans l'ombre d'anciennes blessures m'a apporté une sensation de calme que je n'avais pas ressentie depuis des années. Nous avons parlé doucement de la possibilité de déménager dans un quartier plus tranquille, de chercher de nouvelles opportunités de travail et d'établir des routines qui reflétaient ce que nous étions en train de devenir plutôt que ce que nous avions été forcés d'être. Sa patience m'a ancré, et la chaleur de sa présence a rendu plus facile de voir que la distance par rapport aux relations néfastes n'était pas de la cruauté, mais de l'autopréservation. Quand la conversation a pris fin, je suis sorti sur le balcon pour prendre l'air, et les lumières de la ville scintillaient à travers la ligne d'horizon comme des rappels des chemins que j'avais empruntés pour atteindre ce moment.
Pour la première fois, le passé ne me semblait plus un poids pesant sur mon dos. Au lieu de cela, c'était comme une porte que j'avais enfin appris à fermer sans regarder en arrière. La vie est différente maintenant, et heureusement de la meilleure façon possible. Je pense souvent à quel point ce passage aurait semblé étrange un an plus tôt. Pourtant, c'est devenu le rythme qui me porte chaque jour avec une stabilité que je croyais autrefois ne jamais connaître. Mon monde ne tourne plus autour de l'anticipation du prochain conflit ou de la préparation aux explosions émotionnelles qui remplissaient autrefois la maison où j'ai grandi. Au lieu de cela, ma vie s'est épanouie en quelque chose de plus sain, de plus calme et guidé par des choix qui m'appartiennent entièrement. Mon nouveau travail a joué un rôle majeur dans cette transformation. Lorsque j'ai commencé, j'ai abordé chaque tâche avec une détermination façonnée par des années de sentiment d'être invisible. Et cette détermination s'est lentement transformée en confiance à mesure que mes responsabilités augmentaient. Après plusieurs mois d'efforts constants, j'ai obtenu une promotion qui a validé tout ce que j'avais travaillé si dur à reconstruire. La reconnaissance était significative, non pas à cause du titre, mais parce qu'elle prouvait que je pouvais façonner un avenir sans être alourdi par des attentes qui ne m'avaient jamais servi. Chaque matin, j'entre au bureau avec l'assurance calme que je construis quelque chose de stable, et ce sentiment m'a ancré d'une manière que je n'aurais pas cru possible pendant la période où ma vie semblait emmêlée dans le chaos familial. Au milieu de cette stabilité, quelque chose d'encore plus significatif s'est produit. Un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble dans la petite cuisine de notre appartement, Louis a fait une pause comme s'il rassemblait son courage pour un moment qu'il avait répété seul. Il m'a demandé de l'épouser avec une sincérité qui a adouci chaque recoin de doute restant dans mon cœur, et la proposition m'a semblé chaleureuse plutôt que dramatique. Il n'y a eu aucun geste élaboré, juste de l'honnêteté et de l'affection, ce qui m'a fait réaliser que partager un avenir avec lui était la décision la plus naturelle que je puisse jamais prendre. J'ai dit oui parce qu'il m'avait montré dès le début ce que signifiait être aimé sans condition ni manipulation. Pendant ce temps, la situation avec Camille a atteint une résolution formelle. Le tribunal l'a placée en liberté conditionnelle et lui a ordonné de dédommager mes parents pour les pertes financières qu'ils avaient subies. Le jugement a reconnu le tort qu'elle avait causé sans détruire complètement sa vie. Et bien que le résultat ne puisse annuler les dommages, il a au moins établi une responsabilité. J'ai observé les nouvelles de loin, ne ressentant ni vindicte ni pardon, simplement consciente que les conséquences l'avaient rattrapé d'une manière qui reflétait la vérité. Ce n'était pas mon rôle d'interférer, et pour la première fois, je me suis senti complètement détaché des loyautés complexes qui dictaient autrefois chacun de mes mouvements. Mes parents ont continué à vivre au refuge alors qu'ils s'acquittaient des obligations financières qui devenaient plus lourdes avec le temps. Des rapports de parents éloignés suggéraient qu'ils avaient du mal à s'adapter à la réalité d'une indépendance réduite. Pourtant, ils n'avaient guère d'autre choix que d'affronter les résultats des décisions qu'ils avaient ignorées trop longtemps. Je ne suivais plus leur situation de près parce que maintenir cette distance me permettait de protéger le calme que j'avais lutté pour créer. Le passé restait un chapitre clos, et le garder clos est devenu essentiel pour mon bien-être émotionnel. Chaque jour qui passait, j'apprenais à abandonner l'idée que les liens familiaux devaient être préservés à tout prix. J'ai choisi à la place de ne garder que les personnes qui offraient de la gentillesse, de la compréhension et de la sincérité, et l'absence de chaos a permis à ces connexions de s'épanouir. Je ne me sentais plus coupable de fixer des limites, et la liberté qui s'en est suivie est devenue l'une des parties les plus précieuses de ma nouvelle vie. Alors que je regarde vers l'avenir, je porte avec moi une vérité simple. La famille n'est pas définie par le sang ou l'obligation, mais par les personnes qui choisissent de rester quand tout autour de vous s'effondre. Ceux qui restent pendant les moments les plus difficiles sont ceux qui méritent une place dans votre avenir. Et reconnaître cela m'a permis d'avancer avec clarté plutôt qu'avec peur. La plus grande leçon que j'ai tirée de ce voyage est que la guérison exige une distance par rapport aux personnes qui brisent continuellement les parties de vous qu'elles refusent de reconnaître. Se choisir n'est pas égoïste mais nécessaire lorsque votre stabilité dépend de l'éloignement des schémas nuisibles. La vie devient beaucoup plus significative lorsque vous vous entourez de ceux qui respectent vos limites, soutiennent votre croissance et vous traitent avec la cohérence qui vous a été si longtemps refusée.